Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce quatrième atelier de la conférence Destination à énergie positive. L'objectif donc de l'atelier est échanger ensemble sur comment une commune peut promouvoir la mobilité décarbonée. Décarboner, réduire les gaz à effet de serre, énergie renouvelable, rénovation énergétique, des injonctions que vous entendez maintenant depuis votre plus jeune âge, enfin pour ceux qui sont nés après les années 90. Alors pourquoi vous en parle-t-on une énième fois aujourd'hui? La première raison, à mon sens, est que la décarbonation est de plus en plus indispensable pour faire face au réchauffement climatique. À la différence des années précédentes, ce n'est plus seulement un slogan lancé par des associations environnementalistes. La décarbonation est devenue un élément de communication des responsables politiques, du sommet de l'État, aux régions, aux départements et bien sûr dans nos communes. Toute la classe politique semble d'accord, il faut décarboner notre pays. Cela est bien l'objectif numéro 1 du TEPOS à l'horizon 2050, production d'énergie renouvelable locale égale à la consommation totale d'énergie sur notre territoire. Les objectifs à l'horizon 2030, c'est de diminuer les consommations d'énergie de 25% et de doubler la production d'énergie renouvelable. Les transports représentent un quart des consommations d'énergie. Ce qui veut, si on veut atteindre nos objectifs, nous devons agir sur la rénovation thermique, le développement des énergies renouvelables, mais également sur la mobilité des citoyens et donc aller vers la mobilité décarbonée. Donc sans perdre de temps, je laisse à nouveau la parole à Pierre-Jean Harpin, chargé de mission énergie au Grand Annecy. Merci, M. Rollin. Merci, M. Rollin. Je vais demander à Jérôme de mettre le deuxième sondage en ligne. On a du coup... Hop. En fait, on vous demande, on a parlé d'énergie, mais c'est juste pour voir un petit peu si vous avez la connaissance de répondre à cette question. Quelle est la part des transports dans les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du territoire? Donc, vous pouvez du coup répondre sur le sondage. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Ah ouais, donc du coup, ce que l'on note, c'est que certains, ouais, il y a 40% c'est un peu équilibré, plus de 30, plus de 40%. En fait, sur le territoire, c'est plus de 40%. On parle de plus de 30 de consommation d'énergie, mais plus de 40% au niveau des gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus, sur la mobilité décarbonée. Et donc, du coup, Jade Forêt, vous travaillez comme chargé de mission mobilité au Grand Lac. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est la mobilité décarbonée, parce que c'est pas obligatoirement explicite, on parle aussi de mobilité soutenable, et en quoi elle peut permettre de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre? Alors oui, tout à fait. Donc, quand on parle de mobilité décarbonée ou de mobilité soutenable, c'est vraiment plusieurs dispositifs, plusieurs actions et modes de déplacement qui sont concernés. Tout d'abord, bien sûr, il y a le fait de devoir réduire les déplacements qui rentrent dans la mobilité décarbonée. Comment déjà, en premier lieu, de promouvoir le télétravail. C'est ce qui a été fait durant du coup, les 2 confinements. Ça a été peut-être le déclenchement pour certaines collectivités ou entreprises pour développer le télétravail. Il y a aussi le fait de mutualiser les déplacements, donc du coup de faire dans un trajet plusieurs motifs donc pour les mutualiser. Et bien sûr, il y a tout ce qui est question d'urbanisation, donc de densification urbaine. Pourquoi? En fait, le but, c'est vraiment grâce à la densification urbaine, de limiter l'étalement urbain et du coup, de ce fait, de limiter les déplacements pour avoir du coup moins de déplacements donc au sein des communes urbaines ou rurales. Et bien sûr, il y a le fait d'utiliser des modes alternatifs à la voiture individuelle. Donc, cela concerne bien sûr le développement des modes actifs,
que ce soit vélo et marche. Pour cela, il faut développer les aménagements, les infrastructures cyclables et piétonnes. Et il y a aussi vraiment l'aspect de sensibilisation assez pratique. Donc, ça vient dans le cadre donc, des animations, de vraiment instaurer une culture, que ce soit vélo ou mode actif, auprès de différents publics, que ce soit scolaire ou actif pour les salariés, etc. Bien sûr, il y a aussi les transports en commun, les réseaux de transports en commun dans les communautés d'agglomération qui rentrent en compte, et aussi des nouvelles formes de mobilité qui apparaissent plus récemment, donc les engins de déplacement personnel, ce qui comprend les trottinettes, overboard, ce type de mode de déplacement. Ensuite, quand on parle de mobilité décarbonée ou soutenable, on parle aussi de repenser l'utilisation du véhicule individuel, de la voiture individuelle. Comment ? Déjà, en premier lieu, avec l'autopartage, 2 formes d'autopartage. Celle en boucle, qui est notamment le plus représentée par Cities, où vous prenez votre véhicule sur une place réservée et vous devez la ramener au même emplacement de stationnement. Et après aussi l'autopartage en free floating, donc qui commence à se mettre en place sur le territoire de Grand Lac. Donc là où vous louez un véhicule en autopartage et vous pouvez le rendre ailleurs que sur la place où vous l'avez loué. Après, donc, il y a aussi la notion de développement du covoiturage organisé et spontané. Pour l'organiser, c'est tout ce qui est type Blablacar, donc vraiment quelque chose qui est planifié à l'avance. Pour le spontané, c'est lié à quelque chose comme des bornes de covoiturage, comme le réseau de Grand Chambéry, qui a été mis en place du coup sur les communes en premier lieu de Saint-Alban, les Déserts et Saint-Jean-d'Arvey. Et il y a bien sûr le fait de faciliter l'intermodalité pour qu'il y ait des lieux d'intérêt qui soient intermodales, où plusieurs modes de déplacement sont possibles, comme les gares par exemple. Après, il y a toute la notion d'énergie renouvelable ou durable pour faire des expérimentations, par exemple, de bus électriques, bus GNV hybrides. Par exemple, à Grand Lac, ce qui est mis en place, c'est qu'il va y avoir une étude d'électrification de nos lignes structurantes, donc grâce à un appel à projet de l'ADEME, donc ça va être réalisé début 2021. Mais il y a aussi donc le développement du vélo électrique. Plusieurs actions sont possibles, comme l'aide à l'achat pour le vélo électrique, des locations courtes et longues durées grâce notamment aux vélostations. Mais aussi l'hydrogène qui est de plus en plus une énergie qui monte en puissance et qui doit être testée dans plusieurs territoires, que ce soit vélo ou des bornes à hydrogène. Et bien sûr, il y a la question des véhicules électriques dans les flottes d'entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus développé aussi. Et pour terminer, donc c'est tout ce qui est infrastructure de recharge pour véhicules électriques, donc les bornes électriques. Le développement du réseau va se faire sur nos territoires par le SDES, qui va prendre la compétence en début 2021. Et le but, c'est aussi de développer toutes ces bornes électriques sur le domaine public et privé. Pour privé, ça concerne les copropriétés, mais aussi, par exemple, les parkings de grandes surfaces, ce type de lieux. Et donc, toujours en lien aussi avec le vélo. Il faut vraiment qu'il y ait la notion d'interopérabilité pour qu'il y ait une facilité de cet usage par l'usager et toujours de la lisibilité et de la cohérence sur le territoire. Voilà, merci. Merci Jade. Alors, juste pour les questions, utilisez plutôt l'onglet questions, comme ça je peux le faire apparaître pour tout le monde. Si vous posez des questions sur le chat, je peux pas la faire partager à tout le monde. Il y a juste une question. Pourquoi faire croire que l'électricité est une énergie renouvelable? Du coup, Jade, peux-tu répondre un petit peu à ça? Alors, vous m'entendez? J'ai des problèmes de connexion. Oui. Très bonne question. L'électricité est renouvelable parce que déjà, c'est beaucoup plus viable que tout ce qui est essence, diesel, etc. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est relié aux batteries et à ces choses-là qui rentrent en compte. Mais maintenant, en fait, on tend vers des solutions, notamment sur le recyclage de batteries, etc. Mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre,
c'est une énergie qui est très intéressante, notamment pour la qualité de l'air. D'accord. Juste pour compléter aussi sur la réponse sur l'électricité, c'est clair que c'est une électricité nucléaire, mais là on parle de décarbonation, donc on parle d'émissions de gaz à effet de serre, hein. On ne parle pas obligatoirement d'énergie renouvelable. Et en plus, il y a la possibilité aussi de produire de façon de plus en plus verte l'électricité dans les années à venir. Donc, merci pour toutes ces informations. Mais les collectivités, Eric Lux, vous êtes directeur de la mobilité au Grand Chambéry. Elles font déjà des actions pour aller vers cette mobilité décarbonée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le rôle des agglomérations dans ce domaine? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien également. Quelques éléments. Alors, c'est pas ni pour rentrer dans le détail et j'espère ni pour être redondant par rapport à des choses que vous auriez entendues d'ores et déjà. Et c'est quelques rappels sur comment s'organise la compétence mobilité, qui s'occupe de quoi et comment est-ce qu'on fait pour jouer l'effet levier qui nous fera passer à l'étage supérieur de la qualité de l'air sur notre territoire TEPOS. Tout d'abord, une première question sur le quoi. De quoi on parle quand on parle de mobilité? La mobilité, c'est un droit, mais quelles sont nos obligations en la matière? Quels sont nos objectifs? C'est ce que nous rappelle un petit peu le code en nous disant qu'effectivement, tous nos concitoyens, tous les habitants de notre territoire ont un droit à se déplacer et ils ont un droit à se déplacer comme ils l'entendent. On a une liberté d'aller et venir France, encore, je l'espère, pour longtemps. Et donc, c'est bien inscrit dans l'ensemble des textes. Pour autant, le droit à se déplacer, ça ne se fait pas n'importe comment. Et la loi est là pour encadrer la manière dont on peut exercer notre compétence mobilité. Elle nous dit qu'effectivement, ça doit se réaliser dans des conditions économiques, sociales et environnementales qui sont un petit peu les piliers du développement durable tels qu'on les envisageait de manière déjà un petit peu datée il y a quelques temps de ça. Donc, les conditions dans lesquelles on exerce notre compétence mobilité sont censées prendre en compte ces éléments-là, donc les conditions économiques, sociales et environnementales, mais aussi il faut que pour les collectivités, ça se fasse dans des conditions les plus avantageuses possibles. C'est donc la mise en place d'un arbitrage permanent, coût-avantage, pour essayer à la fois de faire le plus possible et le mieux possible dans l'intérêt général, tout en étant conscient qu'on a aussi un certain nombre de limites et de contraintes pour agir. Les objectifs qu'on se donne, c'est des objectifs, là aussi c'est un petit peu redondant et tarte à la crème, de limitation d'émissions des polluants dans l'atmosphère, des gaz à effet de serre, mais ça maintenant c'est clairement inscrit dans le corpus législatif, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et donc, voilà l'ensemble des grands objectifs qu'on se donne et pour répondre à la question du quoi, qu'est-ce qu'on doit faire. Dans la diapo suivante, on va aborder la question du comment. Comment est-ce que du coup, on met en œuvre une politique de mobilité? Eh bien, là aussi, le code nous donne un certain nombre de rails, de guides, pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Au titre des compétences dont disposent les agglos, puisque j'y reviendrai juste après, la compétence s'exerce au niveau intercommunal. Et là, effectivement, on reviendra tout à l'heure sur comment est-ce qu'on peut œuvrer au niveau local et au niveau communal sur la compétence mobilité. Mais donc, sur son ressort territorial, les autorités organisatrices que nous sommes, que sont les EPCI, doivent organiser un certain nombre de services. Ce sont des services de transport public. Jade en a parlé tout à l'heure, effectivement. Il y a les réseaux de transport en commun sur nos territoires qui, pour certains, développent du transport à la demande. On a aussi dans le panier le transport scolaire, tout ce qui touche aux mobilités actives. Et c'est sans doute un des axes forts sur lequel nous reviendrons au cours de cet échange, puisque là, on a vraiment un saut qualitatif et quantitatif qu'on a pu mesurer avec la période Covid, puisque nos réseaux de transport ont un petit peu débrayé sur la fréquentation qu'on a pu constater dans nos réseaux au profit des réseaux d'aménagement cyclable. En tout cas, c'est le constat qu'on a dressé à Grand Chambéry, puisqu'on a eu une fréquentation des aménagements et des services à vélostation en très très forte hausse pendant cette période-là.
Il y a aussi d'autres types de mobilité, les mobilités complémentaires. On développe du covoiturage, ça a été mentionné également tout à l'heure sur nos territoires. Donc l'usage partagé de la voiture, ce sera aussi vraisemblablement un des enjeux forts des années qui viennent, parce que si l'on imaginait à un moment remplacer l'ensemble du parc automobile diesel ou avec moteur thermique par des véhicules électriques, pour la qualité de l'air, sans doute que ce serait très bénéfique. En revanche, pour la fluidité des axes routiers et de l'utilisation des infrastructures de mobilité, on ne résoudrait pas le problème, puisqu'on aurait, si on ne l'utilisait pas autrement, autant de personnes dans le véhicule et dans nos axes routiers principaux. Et donc, on aura un problème de congestion qu'on n'arrivera pas à régler. On aura amélioré la qualité de l'air, on n'aura pas amélioré la qualité de vie de nos habitants. Sur la diapo suivante, c'est ce que l'on peut faire. Donc, effectivement, la loi nous donne des possibilités d'agir, de compléter notre dispositif de mobilité. On peut faire de l'accompagnement et du conseil individualisé à la mobilité. Et donc, ça, c'est très important. Et c'est un rôle aussi que peuvent avoir les communes que d'identification du besoin et de jouer le rôle de prescripteur auprès des habitants pour faire connaître les services de mobilité qui existent et bien identifier et recenser les pratiques de mobilité pour les remonter à l'intercommunalité qui pourra faire évoluer les services qu'elle développe. Possibilité aussi de travailler avec les employeurs, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, dans le cadre de leurs trajets professionnels ou des trajets domicile-travail des salariés. Ça aussi, c'est un flux important et un axe important sur lequel les communes qui accueillent des générateurs de mobilité de type générateur d'emploi peuvent agir en cohérence avec l'Interco. Et puis le transport des marchandises, qui est un sujet qu'on a beaucoup de mal les uns les autres à prendre en main, mais qui sera là aussi un des enjeux essentiels du futur proche de la mobilité. Dernier élément sur le comment. On peut passer à la dernière diapo. Voilà. C'est la loi, encore une fois, qui nous le dit. Les intercos doivent assurer une forme de planification. Donc, nous avons les uns les autres soit un PDU, soit un PLUI avec un volet habitat et déplacement. Donc, les mobilités font partie d'une planification, d'un suivi, d'une évaluation. Et ce qui nous permet de mesurer les effets, les impacts des plans d'action qu'on a pu mettre en œuvre. Et lorsque les objectifs ne sont pas atteints, diagnostiquer pourquoi et proposer les mesures correctives pour essayer d'atteindre au plus près les objectifs qu'on a pu se fixer là-dedans. Bien évidemment, dans ces planifications, là aussi, tout le monde est associé. Quand je dis tout le monde, ce sont les communes, bien évidemment, encore une fois, qui sont un petit peu le point de départ de l'expression du besoin de la demande, puisque les habitants ne sont pas hors sol, ils résident bien au sein d'une. Donc voilà pour la question qui touche plutôt au comment. Et puis je termine rapidement sur une dernière question qui est le qui, justement. Quels sont ces acteurs de la mobilité pour d'abord dire que nous sommes tous acteurs de la mobilité. Et chacun peut, en s'interrogeant, se dire est-ce que j'ai besoin de faire ce déplacement, oui ou non? Et effectivement, un déplacement efficace, c'est celui qu'on n'a pas besoin de faire. Donc, quand on répond à la question non, j'ai finalement pas tant besoin que ça de me déplacer, on a économisé un déplacement, donc on a agi favorablement sur la qualité de l'air. On peut aussi s'intéresser à la récurrence de ces déplacements. On a effectivement tous, un moment, besoin d'être automobilistes, mais pas nécessairement tout le temps. On peut sans doute, pour certains de nos déplacements, se poser la question de est-ce que je peux le faire autrement? Et c'est le fait de se poser cette question-là qui est important. C'est de se dire, est-ce que pour le déplacement que j'ai à réaliser, est-ce que mécaniquement j'utilise toujours mon véhicule ou est-ce que je peux pour celui-là, pas forcément pour les autres, mais au moins pour celui-là, faire autrement? Donc on se pose cette question-là, ce qui nous amène à nous interroger sur quels sont les leviers de cette transformation et de cette évolution. On a abordé tout à l'heure, Pierre-Jean le disait, on a 40% d'émissions des gaz à effet de serre qui sont liées à cet usage de mobilité. Et pour une bonne partie, ce sont des véhicules légers qui génèrent cette pollution et ces gaz à effet de serre.
quand on s'interroge à la partie réseau de transport en commun, parce que souvent on se dit tiens, une bonne partie du problème doit venir de ces véhicules de transport en commun. Finalement, un réseau de transport en commun, ça n'émet pas tant que ça de pollution dans l'atmosphère, parce que les kilomètres qu'on réalise au regard du nombre de personnes que l'on transporte, finalement le bilan il est très positif. Ce qui compte, c'est le report modal, c'est de proposer des systèmes de mobilité qui soient suffisamment crédibles pour que on fasse passer des utilisateurs de la voiture en solo vers autre chose, que ce soit un usage partagé de la voiture ou que ce soit un autre mode de déplacement plus vertueux. Et ça, c'est une politique complète de mobilité qui doit être multimodale, et c'est pour ça aussi que ça s'exerce au niveau de l'intercommunalité, que ce sont les EPCI qui ont cette compétence-là sur un territoire qui est le bassin de mobilité, parce que jouer la carte de la complémentarité, c'est mettre en œuvre une politique cyclable avec l'ensemble des modes actifs, c'est de parler de l'attractivité et de rendre confiance dans nos réseaux de transport en commun. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est pas facile avec la période que l'on vit. C'est travailler sur les mobilités partagées. Bref, c'est mettre tout en œuvre pour que chaque maillon, que le jeu de cartes qu'on a en main soit complet, pour qu'on puisse faire une proposition d'un bouquet de mobilité complet et crédible à nos habitants. Derniers éléments sur le qui, toujours. Quel est le rôle des communes? Bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas hors sol. La commune, c'est bien la brique élémentaire, le creuset, là où se passe l'expression du besoin de la mobilité des habitants. Et ce sont donc les communes qui ont cette connaissance fine. C'est pour ça que, par exemple, au sein des commissions thématiques de nos intercommunalités, dans lesquelles vous êtes soit acteurs, soit représentés en tant que représentants des communes, eh bien c'est là que vous pouvez exprimer les besoins de vos communes et travailler en cohérence avec les autres représentants des autres communes du territoire. Quels sont les besoins et comment est-ce qu'on y apporte une réponse. Donc la commune, elle est à la fois au départ de l'action, en identification du besoin, et elle est aussi à la conclusion de l'action, puisque c'est un des relais des politiques publiques de mobilité qui sont élaborées au niveau de l'interco, mais c'est un relais de terrain, puisqu'elle connaît mieux que quiconque sa population, ses habitants, et peut aussi jouer ce rôle de prescripteur des politiques publiques de mobilité sur son territoire. L'intercommunalité, comme on l'a vu, effectivement, elle est, de par la loi et de par l'échelon qu'elle… Ça marche encore, oui? Oui, oui. Ok, moi, j'ai plus le diaporama. Mais, le diaporama, non, il n'y est plus. Et j'ai plus Pierre-Jean. On a paumé Pierre-Jean. Du coup, je termine juste en espérant que Pierre-Jean va revenir. Donc, sur le fait que l'interco… ça y est, Pierre-Jean est revenu. Sur le fait que l'interco… J'ai eu un problème de connexion. Ouais, tu as été éjecté de la conf. Donc, les intercos sont bien l'échelon auquel s'exerce la compétence mobilité, mais elle ne l'exerce pas tout seul. Elle l'exerce donc bien évidemment avec les communes que vous présentez ici, mais aussi avec les différentes instances auxquelles vous participez. Je parlais des commissions thématiques tout à l'heure, mais on a d'autres instances. La LOM, loi d'orientation sur les mobilités, qui a été adoptée fin d'année dernière, nous impose la création d'un nouveau comité qui s'appelle le comité des partenaires, dans lequel on doit mettre autour de la table des représentants des employeurs, des représentants des habitants et ou des usagers. Donc, à ce titre-là, bien évidemment, les communes auront une place autour de la table pour s'exprimer dès lors qu'il y aura besoin de faire évoluer substantiellement les niveaux de service pour les services de mobilité, réseau de transport en commun, mais pas que, ou évolution substantielle du niveau de tarif. Donc voilà, très rapidement, le panorama brossé de ce qu'est cette compétence, comment est-ce qu'on l'exerce, qu'est-ce qu'il y a dedans, et qui en sont les principaux acteurs. Merci Eric. Il y a quelques questions, mais je les garde plutôt parce qu'elles sont d'ordre un peu plus général. Je les garde pour la fin et on les posera à la fin de toutes les présentations. Je pense qu'une partie de la présentation de Monsieur Julien Magnez, qui est le directeur de l'Agence de l'écomobilité, pourra peut-être y répondre déjà partiellement. Donc, Monsieur Magnez, vous êtes le directeur de l'agence Écomobilité. C'est une agence qui accompagne les 3 agglomérations du territoire Clépos. Pouvez-vous nous présenter du coup quelques actions réalisées sur ce territoire pour promouvoir la mobilité décarbonée? Oui, bonjour à toutes et à tous.
Donc effectivement, je dirige l'agence Écomobilité, qui est une société publique locale depuis un peu plus d'1 an maintenant, hein, puisqu'on a eu une transformation au 1er juillet 2019. Société publique locale qui intervient pour 11 collectivités en Savoie et en Haute-Savoie, plus précisément 10 sur les 2 Savoies, et la région est également actionnaire de la SPL. Du coup, je vais vous présenter rapidement l'activité de la SPL et comme l'a dit Pierre-Jean, on a la particularité d'intervenir sur les 3 territoires que représentent Jade, Pierre-Jean et Eric aujourd'hui d'un point de vue technique. Et donc, je vous illustrerai quelques actions qu'on peut mener sur ces territoires. Juste peut-être au préalable, une société publique locale, hein, le principe, c'est que c'est une société anonyme de droit privé avec un capital qui est 100% public. Donc, je dirige voilà, un établissement public, mais qui est une société anonyme et avec des collectivités membres. L'intérêt pour la collectivité, c'est qu'elle peut piloter ses missions de manière plus directe et plus fluide, puisque ça nous dispense de mise en concurrence. Et donc, ça permet d'être vraiment l'outil des collectivités pour développer le champ qui est notre champ dans nos statuts aujourd'hui, qui est le développement des écomobilités. Sur les sociétés publiques locales, il y a à peu près 400 sociétés publiques locales en France aujourd'hui. Hein, c'est un statut qui se développe énormément. Sur le champ des mobilités, il y en a une petite vingtaine, mais principalement sur de l'exploitation de réseaux de transport en commun pour les personnes qui sont originaires du territoire du Grand Annecy. Hein, la Cibra, qui exploite le réseau de transport et le service de vélo, est une société publique locale. Mais dans le champ vraiment du développement des nouvelles mobilités, du covoiturage et toute l'animation de la mobilité autour des plans de mobilité comme on peut le faire, on est aujourd'hui les seuls en France. L'association a été créée sur une volonté forte des élus du Grand Chambéry, à l'époque Chambéry Métropole, de développer ces questions de mobilité alternative depuis le début des années 2000. Et puis, l'association s'est étendue en termes de territoire, hein, autour des années 2010 sur plusieurs territoires de Savoie, puis à partir de 2017 sur des territoires de Savoie et de Haute-Savoie. Et donc, les élus de Grand Chambéry ont poussé la création de la SPL en 2018. Elle est effective depuis le 1er juillet 2019. Et la volonté des élus de Grand Chambéry était de faire de cet outil qui est né sur Grand Chambéry un outil plus large pour qu'il puisse profiter à d'autres territoires. Donc, on a sollicité différents territoires en Savoie et Haute-Savoie et on en a donc aujourd'hui 10 qui sont dans la SPL. C'est une équipe d'une 40aine de salariés hein, qui travaillent sur plusieurs sites aujourd'hui, avec un site principal sur Chambéry, mais avec également un site sur Aix-les-Bains, sur Annecy, sur la vallée de l'Arve et sur Albertville. C'est un budget aujourd'hui d'un peu plus de 2 millions d'euros avec 40 salariés et donc 11 collectivités actionnaires et un conseil de développement de 22 membres. On accompagne les collectivités autour de 3 moments en fonction de la taille de la collectivité et des actions qu'elles mettent déjà en place ou qu'elles souhaitent mettre en place dans le champ de la mobilité. Donc d'abord dans la définition des besoins, essayer d'analyser les potentiels et voir quel plan d'action est-ce qu'on peut mettre en place. Ensuite, on construit, on planifie le projet et surtout, ce qui est dans l'ADN de l'agence, c'est de ne pas se positionner comme un bureau d'études, mais bien comme un animateur de la mobilité et un exploitant. Donc ça veut dire qu'après, on va jusqu'à l'animation des différents dispositifs qu'on propose si la collectivité le souhaite. On intervient dans 5 domaines d'activité. Donc, je vais vous présenter pour chaque territoire ce qui est mis en place aujourd'hui dans le champ des écomobilités, puisqu'on a la particularité d'avoir 3 territoires qui sont dynamiques sur ces questions-là. Donc, si on commence du nord au sud en commençant par le Grand Annecy. Donc, pour les 3 territoires, hein, on intervient autour de 5 thématiques. L'appui aux collectivités, c'est plutôt le travail en amont de réflexion, d'animation de concertation, de travail sur les schémas directeurs qu'on peut mener. Ensuite, un sujet autour du conseil en mobilité, des mobilités actives, la gestion de services vélo et puis la voiture partagée. Je ne vais pas vous lister hein, toutes les actions qui sont faites là, mais sur le Grand Annecy, il y a une forte volonté de développer notamment le vélo encore plus fortement depuis le déconfinement, avec un plan vélo qui est en cours de réflexion et avec des actions de communication qui ont déjà été mises en place. Donc, le Grand Annecy nous a beaucoup sollicité sur ces questions-là depuis quelques mois. Historiquement, le développement de l'agence sur le Grand Annecy vient notamment d'un financement TEPOS, hein, porté très fortement sur la question de la mobilité des salariés, action qui existe toujours. Donc, aujourd'hui, il y a 35 établissements du Grand Annecy qui sont accompagnés par des techniciens et des animateurs de l'agence sur la question de leur mobilité. Donc, on travaille sur des plans d'action, sur de regarder quelles sont les problématiques de mobilité des salariés, comment est-ce qu'ils se déplacent, quels sont les potentiels, et ensuite, on met en place des plans d'action. Donc, on a une dynamique assez forte hein, sur le Grand Annecy sur ces questions-là. On a près d'un établissement sur 2 de plus de 50 salariés engagés dans la démarche, ce qui représente plus de 17 000 salariés accompagnés. Voilà, on a un gros sujet en ce moment avec le Grand Annecy sur la question de la mise en place de la conférence des mobilités, saisonnières sur les rives du lac d'Annecy, dont vous avez peut-être entendu parler si vous êtes de ces territoires.
avec une volonté politique du Grand Annecy de trouver des solutions simples à mettre en place dès l'été prochain sur les rives du lac. Et donc, on a organisé la première conférence des mobilités il y a quelques semaines, et la prochaine aura lieu la semaine prochaine pour annoncer les prochaines actions. Là aussi, le Grand Annecy s'appuie sur le savoir-faire de l'agence pour faire ce travail de concertation. Voilà pour le Grand Annecy, les actions clés, sachant qu'on est relais de Cities, le service d'autopartage. Donc, il y a une vingtaine de voitures sur le Grand Annecy, service qui se développe assez fortement, avec une dizaine de voitures sur un principe de voiturier qui est toujours du Cities, mais qui permet de prendre sa voiture et de la laisser à un endroit qui n'est pas forcément l'endroit où on l'a prise. Donc, on est relais et on aide les personnes qui souhaitent s'inscrire. On aide à le faire sur le Grand Annecy. Si on passe au territoire de Grand Lac maintenant, là aussi, on accompagne la collectivité sur l'ensemble des champs d'action qui sont indiqués sur cette slide. On a un gros sujet en ce moment avec une forte volonté politique d'essayer de définir un schéma des mobilités pour le mandat. On travaille avec Jade fortement en ce moment pour essayer de définir un plan d'action à proposer aux élus, notamment par un schéma directeur vélo, mais également un schéma de covoiturage et différentes études qui peuvent être menées pour réfléchir à la stratégie en matière de mobilité. Sur le conseil en mobilité, on a effectivement là aussi beaucoup d'actions sur Grand Lac auprès des entreprises, mais également auprès des écoles primaires et auprès des plus jeunes. Donc là, on met en place des plans de déplacement d'écomobilité scolaire pour accompagner les enfants dans leur mobilité. Et on essaye donc d'inculquer dès le plus jeune âge les notions de qualité de l'air, de pollution, de sécurité à vélo, sécurité à pied, avec tout un panel d'actions qu'on peut porter auprès des établissements. Sur la partie vélo, on exploite un nouveau service vélo depuis le 1er juillet 2020 avec 140 vélos en location et avec différents relais sur le territoire. Et puis, peut-être un zoom sur le dispositif d'aide à l'achat dont a parlé Jade, qui est assez exemplaire au niveau national, avec 2000 vélos assistance électrique qui ont été achetés depuis 2 ans par des habitants de l'agglomération, ce qui fait qu'il se vend aujourd'hui sur le territoire de Grand Lac 2 fois plus de vélos qu'il ne s'en vend en moyenne en France, avec 24 valiocistes partenaires. Et Eric expliquait l'articulation qu'il pouvait y avoir entre les agglos et les communes tout à l'heure. C'est un exemple concret où l'agglomération impulse la démarche avec une aide à l'achat, mais 12 communes sur 28 complètent aujourd'hui avec une aide communale qui permet aux habitants de profiter entre 200 et 450 € d'aide pour acheter un vélo assistance électrique. C'est 12 communes aujourd'hui et ça sera probablement plus près des 18 ou des 20 communes sur 28 dès le printemps prochain. C'est une action d'envergure puisqu'il y a énormément de vélos vendus et avec un impact en termes de qualité de l'air qui est important. En gros, c'est 2 millions de kilomètres qui sont générés par ces publics sur un an, dont 75% nous disent le faire avec vraiment un report modal, c'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément sur le bus, sur le vélo ou sur la marche à pied, mais à 75%, c'est des déplacements voiture qui étaient faits au profit du vélo assistance électrique, donc avec un impact en termes d'économie de CO2 qui est quand même très conséquent. Voilà pour Grand Lac. Et donc, je vais finir par le territoire qui est le territoire le plus important en termes d'activité pour l'agence, puisque c'est historiquement le territoire sur lequel s'est développée l'agence. Et aujourd'hui, Grand Chambéry est l'actionnaire majoritaire de la SPL. C'est l'outil de Grand Chambéry qui profite aux autres territoires. Sur toutes les actions, on a un volume conséquent, vraiment avec une forte volonté politique et un appui technique important, avec une très forte articulation entre le service technique de l'agglomération et les équipes de l'agence Écomobilité. Pour la mise en place d'actions, là aussi, sur le conseil en mobilité, les premières actions, elles datent du début des années 2000, donc il y a une très forte dynamique sur le territoire. Aujourd'hui, on a plus de 70% des établissements de plus de 100 salariés qui sont engagés dans une démarche. Et on a de nombreuses interventions scolaires qui sont faites en lien et en partenariat avec l'Éducation nationale, qui nous permet de toucher plus de 1600 élèves chaque année. On a une action qui est également faite sur Grand Lac, qui est une action qu'on appelle Mobilité solidaire, qui est un accompagnement des personnes en situation de précarité. Donc, on a plus de 260 personnes qui ont été accompagnées, des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir de permis ou qui n'ont pas les moyens d'avoir de voiture, et on saisit cette occasion pour essayer de leur proposer une autre mobilité, notamment pour avoir un accès à l'emploi, avec notamment de la vélo-école, des ateliers mobilité, de l'apprentissage pour réparer son vélo et de la location à prix réduit. Sur les mobilités actives, il y a énormément de sujets portés par le Grand Chambéry. Je vais peut-être en citer un ou deux qui sont pour moi un peu exemplaires. Il y a le déploiement d'un programme qui s'appelle Bouger sur prescription, qui est un programme santé mis en place avec le comité départemental olympique et sportif et la maison des réseaux de santé de Savoie, et qui permet de sensibiliser des professionnels de santé aux bienfaits de la mobilité active pour des raisons de santé. Donc, on a une 50aine de bénéficiaires sur le territoire de Grand Chambéry qui ont profité de nos services. Donc, en gros, les médecins prescrivent sur ordonnance en entretien avec un coach mobilité de chez nous, et on regarde comment les personnes se déplacent et comment elles pourraient se déplacer autrement, notamment en vélo, à pied ou en bus pour pouvoir marcher jusqu'à l'arrêt de bus.
et avec une action qui s'appelle À la mer à vélo, qui permet d'accompagner les femmes qui sont atteintes de cancer du sein, qu'on forme en vélo-école pendant 1 an et qui ensuite font un périple à vélo, un itinéraire à vélo, et qui forment et sensibilisent à cette maladie tout au long du trajet. Il y a une expérimentation de vélo à hydrogène qui est en cours sur le territoire, qui arrive à son terme. Depuis 3 ans maintenant, il y a 15 vélos hydrogène qui tournent sur le territoire de Grand-Chambéry. C'est un des parcs français qui roule le plus, donc avec une forte volonté de pouvoir tester cette nouvelle technologie. Et puis l'exploitation du service vélo et d'un service de vélo-taxi pour terminer. Le service vélo, c'est aujourd'hui un parc de 750 vélos et 750 places de consigne avec un gros volet d'animation pour faire de la vélostation un peu la vitrine du développement du vélo. Et comme l'a dit Eric Lux, on a depuis la sortie du confinement une très forte fréquentation et avec une très forte augmentation des demandes avec des nouveaux publics qui souhaitent se mettre au vélo et qu'on accompagne. Et puis un service de vélo-taxi qui vient compléter une offre de transport public en hypercentre de Chambéry avec des conducteurs qui sont sur des vélos toute la journée et qui transportent des personnes plutôt en transport à la demande. Et c'est 8000 personnes qui ont été transportées l'année dernière. Voilà. Et puis, juste peut-être un zoom encore sur une expérimentation d'une ligne de covoiturage qu'a lancé Grand Chambéry en mai 2018 vers le plateau de la Lez, donc en direction du Cœur des Bauges, avec une extension vers le Cœur des Bauges maintenant. Et c'est 338 personnes qui sont inscrites. Et c'est de nombreux déplacements qui sont faits tous les jours par ce principe, qui est une sorte d'autostop sécurisé où les gens se mettent au bord de la route, mais au lieu de tendre le pouce, elles sont sous un panneau qui indique qu'on est sur un service public de déplacement, même si c'est un particulier qui déplace la personne. Mais ça s'inscrit dans une communication globale pour promouvoir la multimodalité. Voilà en quelques mots ce qui est fait aujourd'hui par l'agence, encore une fois, sur une volonté des 3 collectivités. Merci Julien pour tous ces exemples qui montrent qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. On a bien entendu aussi de la part d'Eric que les agglomérations ne pouvaient pas faire tout ça toutes seules et qu'elles le font avec les communes, en concertation avec les communes, que les communes étaient vraiment le creuset d'idées et doivent faire remonter les idées par les canaux qui sont déjà mis à disposition. On va passer du coup, on a 10 minutes, un quart d'heure là de questions. J'avais une première question sur que je vais mettre, voilà, qui porte sur Chambéry, Grenoble. Il passe 3 fois moins de voitures et 3 fois plus de TER qu'entre Aix et Annecy. Quel plan pour augmenter les cadences de TER pour réduire le trafic routier? Je ne sais pas qui peut répondre là-dessus. Eric, peut-être? Ouais, oui, quelques éléments. Alors, c'est une bien évidemment une très bonne question à laquelle la réponse n'est pas immédiate et est multiple. Premier élément de réponse d'ordre institutionnel. Aujourd'hui, alors j'ai pas fait tout le panorama de la compétence mobilité, mais il y a différentes autorités organisatrices qui peuvent intervenir sur un même périmètre. Lorsqu'on parle du ferroviaire, l'autorité organisatrice, c'est la région. Donc, ce ne sont pas ni les communes ni l'intercommunalité, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est l'autorité organisatrice du TER sur son périmètre. Donc, le premier élément, c'est qu'il faut arriver à discuter ensemble sur ce sujet-là. On n'a pas tout seul les leviers en main pour agir. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Dans le cadre de réflexions qui ont été menées au niveau de Métropole Savoie, qui est le syndicat mixte qui porte le SCOT, un certain nombre d'idées concernant l'armature de mobilité sur ce grand territoire ont été portées par les élus. Et donc, il est à l'ordre du jour de travailler sur un RER de type, une offre cadencée TER de type RER, donc ce serait à la demi-heure, sur ce territoire qui irait de Grésy à Aix-les-Bains en passant par Chambéry et pourquoi pas aller jusqu'à Saint-Pierre-d'Albigny et Montmélian. Et donc, un travail est en cours pour essayer de regarder quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour mettre en place ce type de RER. Comme le dit la personne qui intervient, il y a une offre ferroviaire qui existe. Il faut arriver à leur positionner aux bons horaires pour avoir une offre cadencée. Et la difficulté qu'on aura, c'est aussi de mêler ça à d'autres réflexions identiques sur des périmètres voisins. Je pense notamment à l'étoile ferroviaire grenobloise, dont les réflexions sont plus avancées que les nôtres et qui peut avoir aussi des conséquences sur l'organisation des trains du quotidien dans notre périmètre Montmélian, Chambéry, Aix-les-Bains. Merci.
Autre question, c'est vrai que peut-être qu'on n'y a pas, on n'a pas assez mis l'accent. Alors, bon, la question dit qu'on ne peut pas choisir entre les gaz à effet de serre et le nucléaire, mais je voulais que vous rebondissiez plutôt sur l'autre partie qui est réduisons sérieusement nos déplacements. C'est vrai que Jade en a un petit peu parlé sur la promotion du télétravail, sur le fait d'éviter les déplacements, etc. Du coup, qu'est-ce que peuvent faire les communes et les agglos pour, avant de choisir un mode de déplacement, diminuer les déplacements? Je ne sais pas qui souhaite répondre. Julien, peut-être? Ah, on n'entend pas ton micro. Pardon. Oui, peut-être sous l'angle pour nous sur le plan de mobilité entreprise. Je disais, on accompagne entre Grand Chambéry, Grand Lac et Cœur de Savoie, ça doit faire quelque chose. Grand Lac, Grand Annecy et Grand Chambéry, ça doit faire quelque chose comme 250 entreprises avec qui on est en contact pour travailler sur la mobilité domicile-travail, mais également déplacement professionnel. Et dans les fiches actions d'un plan de mobilité, il y a effectivement comment est-ce qu'on limite les déplacements et donc la mise en place du télétravail. Alors, ça s'est beaucoup accéléré par obligation depuis le confinement, mais déjà avant cela, c'était quelque chose qu'on accompagnait et dont on faisait la promotion, notamment sur les différents outils pour arriver à bien mettre en place et bien sécuriser la pratique du télétravail dans les entreprises. Et puis, il y a également comment est-ce qu'on limite le déplacement, comment est-ce que dans des grandes entreprises, on arrive à travailler sur des sujets de conciergerie, par exemple, ou d'installation de points de restauration le midi pour éviter que les personnes aient à se déplacer quand on est à l'échelle d'une zone d'activité. Voilà, donc c'est peut-être plutôt sous l'angle plan de mobilité entreprise, où ça me vient spontanément. D'accord. Ok. Une autre question. Je ne sais pas si Karine Sabatier est également dans la salle, si elle peut répondre, parce que c'est une question sur le Grand Annecy. Moi, je suis chargé de mission énergie. Je n'ai pas toutes les réponses sur la mobilité. J'anime ce groupe de travail, mais il y a une question qui est: afin de rendre plus attractif l'autopartage, le Grand Annecy a-t-il prévu de négocier avec Cities l'achat de véhicules plus haut de gamme? Alors, sur le Grand Annecy, là, on va être un petit peu sec pour répondre à cette question. Est-ce que, Karine, tu es présente ou pas? Non. Jérôme, est-ce que tu peux donner la parole à Karine si elle est là ou pas? Non, personne. Je ne sais pas. Julien, toi, tu as quelques infos là-dessus ou pas du tout? Alors, sur le plus haut de gamme, j'aurais pas de réponse. Je ne sais pas sur la gamme des véhicules. Ce que je disais, c'est qu'il y a une vingtaine aujourd'hui de véhicules, que ça se développe beaucoup sur le Grand Annecy, mais comme sur Grand Lac et sur Grand Chambéry, qui avait effectivement un partenariat entre le Grand Annecy et Cities, je crois, pour que s'il y avait une demande des communes pour développer, je crois qu'il y avait un partenariat qui était possible entre Cities, le Grand Annecy et les communes. Alors, je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Oui, c'est encore d'actualité. Le plan va se terminer, mais on va renouveler un nouveau plan pour 2021. Et on verra si on fait évoluer les voitures. Évidemment, il faut regarder la gamme, le coût aussi des véhicules. On regardera dans le nouveau plan cette question, pourquoi pas. Ok. Ensuite, on a plutôt une question sur la Savoie. Je ne connais pas. Alors, du coup, il y a a priori un programme national dans la Savoie et pilote qui s'appelle Bouger sur prescription. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ou apporter des éléments là-dessus? Je l'ai présenté vraiment très rapidement. En fait, Bouger sur prescription, c'est bien le nom d'un programme local. C'est un programme qui est né en Savoie en 2014 déjà, donc ça date un petit peu, mais qui s'inscrit dans un programme national qui est le sport sur ordonnance. Le défaut du programme national, c'est qu'il est très tourné sur l'activité physique, où en gros, on incite les gens, après leur travail, à aller faire 30 ou 40 minutes de gym ou de sport dans un club. Et on est arrivé, nous, à intégrer localement sur le territoire de Savoie la notion de déplacement, pour dire que ça pouvait passer par autre chose qu'une activité dans un club, et que ça pouvait aussi passer par du vélo au quotidien ou de la marche à pied ou du bus pour marcher jusqu'à l'arrêt et jusqu'à son lieu après de destination. Donc voilà, c'est bien un programme national sport sur ordonnance, mais localement, ça s'appelle Bouger sur prescription. Par contre, Bouger sur prescription, c'est un programme qui est que savoyard pour l'instant. Autre question, alors là, ça concerne plutôt les Bauges.
Donc, a priori, il y a plusieurs lignes qui ont… nous avons perdu depuis 5 ans des lignes de transport en commun. Les stations de ski sont desservies depuis les piémonts, mais pas depuis le cœur des massifs. Il n'y a pas de parcours cyclable sécurisé. Peut-être une réponse d'Éric, du coup. Oui, alors là aussi quelques éléments. Bien évidemment, bien loin de nous l'idée d'opposer les mobilités rurales et les mobilités urbaines. Alors, je remets pas en cause ce qui est dit là, mais c'est vrai que quand je regarde côté Grand Chambéry, il nous est dit là qu'il y a des lignes de transport en commun qui auraient été supprimées. C'est pas le cas. On a repris nous en 2017 un existant qui était celui du département de la Savoie, et puis on l'exploite exactement de la même manière. Là où il faut sans doute être un peu prudent dans l'analyse, c'est de ne pas confondre l'expression du besoin avec la réponse modale. Souvent on se dit « Ah ben moi pour mon besoin, il me faut du transport en commun ». Pas forcément. Et c'est pourquoi, Julien en a parlé tout à l'heure, avec Béatrice Quinquet, la collègue du service qui a porté ce projet-là. On a développé sur 3 communes tests dans un premier temps, Saint-Jean-d'Arvette, Oiry-les-Déserts, un projet de covoiturage spontané et organisé très ambitieux et qui maintenant est décliné sur le territoire des Bauges et pour lesquels de nouvelles communes des Bauges qui, dans une première approche, n'avaient pas forcément demandé à faire partie de ce plan de mobilité, l'intègre maintenant en disant si, nous aussi, ça nous intéresse finalement. Bellecombe-en-Bauge, j'ai le dernier exemple en date, il y a eu une réunion pas plus tard qu'hier matin avec eux sur ce sujet-là. Et donc, le covoiturage, quand on l'organise bien et quand on le maille avec les réseaux qu'on peut retrouver dans les zones un peu plus urbanisées, ça fonctionne bien. En tout cas, les résultats et l'évaluation qu'on fait de cette première expérimentation qui se généralise sont très positifs. Une autre question qui, je pense que tu as répondu du coup en partie, mais qui est tout le temps entre milieu rural, milieu urbain. Est-ce que sur le rural, c'est tellement difficile à gérer qu'il est absent des schémas de mobilité? Ça, je peux peut-être répondre sur ce sujet-là. Effectivement, il y a beaucoup de différences entre les communes rurales et urbaines. C'est juste qu'on ne les oublie pas. Il y a des réflexions qui sont différentes. Et nous, dans la réflexion justement des développements des schémas directeurs, que ce soit cyclable ou covoiturage, on prend toujours en compte les communes rurales. C'est juste que c'est pas le même niveau d'ambition, c'est pas les mêmes besoins et c'est pas les mêmes choses qui vont être développées, comme l'a dit Éric justement. Et du coup, il faut juste en fait s'adapter aux spécificités du territoire. Et par exemple, quand on est sur des aménagements cyclables, dans les communes rurales, ce ne sera jamais des pistes cyclables sur route départementale. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de foncier, parce qu'il n'y a pas la place, parce qu'au niveau de sécurité, c'est impossible à mettre en place. Mais par contre, il peut y avoir d'autres choses, donc d'autres aménagements qui correspondent, comme par exemple des expérimentations de chaussées doux, qui on travaille actuellement avec le département. Et du coup, pour chaque territoire, il faut mettre en place quelque chose d'adapté et de spécifique. D'accord. Une autre question qui est plutôt sur l'aménagement, et puis il nous reste quelques minutes, je vais prendre après une autre question derrière, c'est quid de l'aménagement qui, en développant une meilleure répartition des commerces dans les villages, les quartiers, permettrait de diminuer les besoins de déplacement. Éric, allez. Oui. Alors peut-être juste là-dessus, je reviens sur ces sujets qui pour moi sont directement liés à la planification dont j'ai tenté de parler un tout petit peu rapidement tout à l'heure. Et effectivement, c'est comment est-ce qu'on articule mieux et en cohérence la partie urbanisme et la partie mobilité. C'est vrai qu'on a pendant longtemps eu un peu le travers de traiter les deux sujets de manière décoordonnée et donc on crée des générateurs d'habitat notamment ou d'emploi sans se préoccuper de la question de comment est-ce que je vais les desservir et comment est-ce que je mets en connexion les différents générateurs de mobilité. L'habitat, les établissements scolaires, les zones d'emploi, les zones de loisirs, les centres commerciaux, etc. Maintenant, on s'aperçoit que dans les planifications, je parle de celle que je connais le mieux, qui est celle de Grand Chambéry, on mêle les deux réflexions en même temps. On a adopté, en fin d'année dernière, un plan local d'urbanisme intercommunal
avec un volet habitat et déplacement. Donc, c'est dans ce document de planification qu'on a traité en même temps les sujets d'urbanisation et les sujets de mobilité. Maintenant, quand on a une OAP, on se pose nativement la question de comment, si je veux créer une nouvelle zone d'habitat, comment est-ce qu'elle sera desservie par les différents systèmes de mobilité et non pas après coup, une fois qu'elle est arrivée, où on se dit, bon, comment j'amène le bus là-dedans? Voilà, c'est des réponses où on met en cohérence les différentes politiques publiques qui vont nous aider à terme à mettre un petit peu d'intelligence dans le système. D'accord. Et puis aux communes, Pierre-Jean, aussi aux communes, à favoriser le commerce local. Nos anciens ne faisaient pas 4 km pour aller acheter une baguette de pain, donc il faut aussi qu'on revienne à du bon sens, à faire des points relais, pourquoi pas, s'il n'y a pas de boulanger, que je ne sais pas, que le marchand de journaux, le bar, fasse un point relais pour du pain. Voilà, il faut revenir aussi à du bon sens. Je pense que dans nos communes, il faut évidemment revoir des petits commerçants, un petit boulanger, un petit épicier, ce serait bien, surtout dans les communes de montagne ou rurales, plus rurales, quoi. Alors là, je prends juste une dernière question pour finir, qui est une question assez concrète. Il n'y a pas de transport en commun, pas d'aménagement cyclable à Mouxy. Comment puis-je me déplacer sans ma voiture? Mouxy, c'est Grand Lac, je vais vous répondre. Il faut savoir que dans le développement des transports en commun, donc pour des lignes structurantes, ça se pense déjà par rapport à la densité de population. Donc dans des communes où il y a moins de 2000 habitants ou avoisinant 2000 habitants, il n'y aura jamais de ligne structurante avec une fréquence de 15 minutes. Ça, il faut savoir. Après, il y a d'autres solutions, c'est ce qu'on a expliqué. Là, actuellement, ce qu'on on est en train de mettre en place, c'est justement le schéma de covoiturage, donc directeur, qui va prendre en compte toutes les communes, notamment celle de Mouxy. Du coup, il y aura des solutions par rapport au covoiturage. Et par rapport aux aménagements cyclables, je l'ai déjà dit précédemment, il n'y aura jamais des pistes cyclables de partout sur le territoire, malheureusement, parce qu'on peut pas s'adapter sur toute la voirie à réaliser des sites propres de partout. Mais il y a d'autres types d'aménagements cyclables. Quand on parle d'infrastructures cyclables, c'est globalité, c'est plusieurs types d'aménagements. Ça peut être des ponts cyclables montantes, ça peut être, comme je l'ai dit, des chaussées d'eau, etc. Il faut vraiment après voir comment s'adapter. Et ça, c'est en lien avec le schéma directeur cyclable qui va être aussi mis en place pour 2021. Merci beaucoup. Pardon, juste pour terminer, il y a aussi le transport à la demande qui va être développé dans la prochaine DSP. Actuellement, il est peu utilisé parce que certes, il ne correspond peut-être pas à la demande, mais il va évoluer. Et c'est aussi un outil qui a un fort potentiel dans les communes rurales et à faible densité. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Jade. On arrive vers la fin de notre atelier. Ce que je vous propose maintenant, c'est à travers le chat, donc d'aller sur l'onglet chat, c'est de répondre à une question assez ouverte. On reprendra du coup ces éléments lors de la réunion plénière du 8 décembre. J'ai deux questions. La première, et je vais vous laisser quelques minutes pour y répondre directement sur le chat, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus vite pour promouvoir la mobilité décarbonée? Voilà, on a discuté, on a expliqué ce qui se faisait, on a répondu à des questions, mais on aimerait aussi savoir, vous, les élus des communes, maintenant que vous voyez un petit peu mieux, vous aviez déjà ces infos, mais peut-être que d'autres ne les avaient pas. Maintenant, les choses sont peut-être un petit peu plus claires de votre côté. C'est vraiment de nous dire, voilà, à travers le chat. Donc, vous allez sur le document de chat et puis vous pouvez répondre comme ça. Nous, on récupérera toutes vos questions. Tout ça, c'est enregistré, toutes vos réponses. On les récupérera dans un tableau Excel derrière et on les retraitera pour voir après s'il y a des… Voilà, nous donner des idées. On est dans le creuset d'idées que décrivait Eric tout à l'heure de la part des communes. Donc, voilà, je vous laisse 2-3 minutes là, pour pouvoir écrire par rapport à cette question. Et après, il y aura une deuxième question où je vous laisserai aussi écrire pendant 2-3 minutes sur cette question.
Bon, moi, je vois que tout le monde s'est mis à écrire. C'est bien, c'est bien. Ça nous fera pas mal de matière pour pouvoir voir un peu ce que vous proposez. Très bien. Et puis après, une deuxième question que je vous propose, toujours de la même façon. À votre avis, quels sont les freins à la mobilité décarbonée? Voilà. Bon, vous pouvez continuer à répondre, hein, on récupérera tous vos propos, aussi bien sur les freins que sur euh, des idées pour aller plus vite. Donc, merci d'avoir participé. Je laisse du coup le mot de fin à Monsieur Marc Rollin pour conclure cet atelier. Merci, Pierre Jean. Le développement de la mobilité décarbonée, on le voit par cet atelier, doit être un vrai phénomène de société. Pour ma part, nous devons agir, je pense, en symbiose, hein, les acteurs publics et les acteurs du privé, afin d'atteindre les objectifs très ambitieux hein, de la transition énergétique. On l'a entendu dans vos questions, réduire nos déplacements quotidiennement est une des solutions, évidemment. Hein. Aujourd'hui, nous avons montré l'exemple et nous avons évité de déplacer 50 personnes dans une salle. La crise sanitaire a quand même du bon, on peut le dire. Pour améliorer la qualité de l'air dans nos 3 intercommunalités, nous ne pourrons plus nous déplacer, évidemment, seulement avec des moyens individuels carbonés. Vélo, transport collectif, autopartage, nos territoires sont en mouvement. Le bon sens nous impose qu'on agisse vite. Un grand remerciement, moi, je trouve, pour la qualité des intervenants de cet atelier passionnant. Merci à vous. Merci à vous tous pour votre participation. J'espère que le sujet vous a intéressé et je vous invite à la réunion de synthèse de ces 4 ateliers le 8 décembre, 14h à 16h, dans la même configuration. Alors, je compte sur vous et je vous donne rendez-vous le 8 décembre. Merci à tous et bonne fin de journée.